Takım halinde kapanıyor Hakan. Arif şut açısı buluyor. Vuruyor top ağlarda. Top ağlarda. Dünyanın en iyi... Ce petit documentaire que vous regardez raconte un jour ordinaire dans Homo Sporterus. Rémi, qui enseigne le français au lycée, est un supporter passionné de GS. Quand on lui a demandé pourquoi il a préféré les voies difficiles de fanatisme de foot, il nous a raconté qu'il avait croisé un groupe de supporters un jour et qu'il avait comblé sa lacune sociale par l'atmosphère sincère des fanatiques de GS. Un jour ordinaire dans Homo Sporterus commence comme ça. Il pense toujours au football même s'il n'y a rien à voir avec le foot. C'est ennuyeux. À part le jaune et le rouge, la vie n'a pas de sens. Il s'agit d'un Homo Sporterus adulte. Pendant le processus d'évolution, il s'est façonné suivant une ambition pour le foot. 90% de son cerveau est réservé au football et les 10% qui en restent sont pour le travail, la famille, les amis. Son maxillaire s'est structuré pour mieux prononcer deux gros mots. C'est un cas auquel on fait face très souvent. Comme l'individu consacre tout son temps et son énergie au football, il n'arrive pas à réussir dans d'autres domaines. Il envisage toujours de gros problèmes dans sa vie privée et professionnelle parce qu'il trouve ennuyeux tout autre domaine en dehors du football. Il peut être un expert du football, pourtant il n'a aucune idée sur les autres questions, y compris sa vie personnelle. Qu'est-ce que tu penses de la situation russe? Oh, tu parles du dernier match de TGK? C'était incroyable. Au moment où Moussa il a mis le but, mais que juste après l'arbitre il l'a déclaré hors jeu, franchement moi je te dis c'est pas possible ça. L'arbitre il a été payé, c'est sûr, c'est pas net, hein. C'est pas net. Ah oui, je suis tombé amoureux. Je suis prêt à tout faire pour elle. Supporter Galatasaray est l'unique sens de ma vie à présent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je lui appartiens complètement. Peut-être que j'ai besoin d'un objectif dans ma vie. Peut-être que je ne me sens moi-même que dans un stade. Bonjour. Bonjour monsieur, Je vais regarder la platine. est-ce que vous avez rendez-vous? Quoi? Je suis secrétaire. Je suis un peu fort. Vous devez savoir que je vais venir. Pardon-moi, un dossier passeport s'il vous plaît. Michel? Oh, c'est mon cher ami. Comment allez-vous, Michel? Ça va bien, merci et vous. Désolé pour te faire attendre, ma secrétaire est nouvelle. Pas de problème. Comme vous savez, sélection c'est selon. Oui. Vous savez, je suis bon présent, n'est-ce pas? Vraiment? S'il vous plaît, continuez. Je suis né pour ça. Je me fais confiance, mais j'ai entendu quelqu'un va se porter à Mohamed bin Hammam. Est-ce que c'est justice? Les personnes d'Asie ne comprennent pas de football. Mon adversaire est plus fort que moi. Et c'est Mohamed bin Hammam. Je ne veux pas sa victoire. J'ai besoin de votre aide. J'ai vu que vous avez peur. Mais il y a quelque chose. Je veux dire, pourquoi je dois vous aider? Vous êtes astucieux, n'est-ce pas? J'ai apporté quelque chose pour vous. Oh là là, c'est beaucoup là. Vous gagnez, je gagne.
Très bon, mais si je parlais à quelqu'un de cela, que faites-vous? Je sais que vous n'êtes jamais comme ça parce que vous aimez l'argent. Pourtant, je vous choisis. J'aime beaucoup de l'argent. Mais cette société, celle-là, a besoin de personnes comme vous. Tu es intelligent, généreux et travailleur, mon ami. Vous êtes vrai, je dois cesser de gagner. Vous savez comment exactement le faire. Je vous fais confiance. Oui, c'était bien de te voir, mon ami. Toi aussi. Au revoir. Monsieur Pelletini, est-ce que vous avez 5 minutes? Je vais vous poser des questions. Oui, vous pouvez. Qu'est-ce que vous pensez au sujet de la corruption dans le football? C'est très triste pour cette société-là. Je trouve pas bien. C'est très mal pour le football. Je le condamne fortement. Qu'est-ce que vous pensez au sujet des accusations de corruption dans les sélections de président de FIFA? En fait, je le trouve pas vrai. Ça peut pas être vrai en fait. Mais si c'est vrai, s'ils font quelque chose comme ça, je le condamne aussi très fortement là. C'est très nul. Mais monsieur, c'est vrai que vous avez reçu de peu d'argent? Mais qu'est-ce que vous parlez là? Je dis à quoi maintenant? Seulement poser une question. Mais non, mais je veux pas parler. Mais monsieur... Non, au revoir, s'il vous plaît. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Bonjour, aujourd'hui nous sommes venus à l'Institut français pour faire un reportage avec Monsieur Christophe Pécor. Nous lui avons demandé pourquoi il aimait le football. Parce que dans ma famille, le football, c'est de père en fils. Mon papa m'a emmené au stade de foot depuis que j'ai 5-6 ans. Son père, pareil, l'avait emmené aussi au stade de foot il y a très longtemps. Et donc la passion du foot s'est transmise de père en fils. Et mon autre frère également suit le foot et aime le foot. Et mes neveux, qui ont 10-11 ans, adorent le foot également. Et j'espère que mon fils adorera le foot aussi. Nous lui avons demandé quelle équipe française il aimait beaucoup. C'est Nancy, parce que je suis né à Nancy, c'est l'équipe de Michel Platini. Et comme je suis né à Nancy, je trouve ça plutôt normal de supporter l'équipe de la ville dans laquelle on est né. Nous avons voulu savoir quelle est l'importance des supporters dans le football. Ils peuvent avoir un rôle décisif sur le résultat d'un match. Évidemment, c'est pas valable pour tous les matchs. Il faut aussi que l'équipe soit bonne et qu'il y ait des bons joueurs. Mais en tout cas, des supporters, le soutien de supporters à une équipe peut inverser le score. Et en poussant les joueurs jusqu'à la dernière minute pour qu'ils gagnent le match. Et pourtant, l'équipe était réduite à 9 et jouait contre une équipe de 11. Et l'équipe de 9 a quand même gagné grâce au soutien des supporters. Nous lui avons demandé s'il avait déjà joué dans une équipe au lycée ou à l'université. Oui, j'ai joué au foot quand j'étais plus jeune et je joue encore au foot ici à Istanbul avec l'équipe du consulat contre des profs français. Nous lui avons demandé s'il avait vécu un événement intéressant. Oui, j'ai vécu des choses assez intenses parce que je suis un supporter passionné de mon équipe et donc parfois on assiste à des revirements de score ou de situations et c'est passionnant, on passe par toutes sortes d'émotions et c'est ça que j'aime bien. Moi je suis attaché au audiovisuel, donc je m'occupe du cinéma, donc j'adore le cinéma, mais j'aime aussi le football parce que pour moi assister à un match de foot c'est comme assister à un film de cinéma. On passe par plusieurs émotions quand le match est bon et quand le film est bon également, on passe par plusieurs émotions. Donc pour moi un match de foot pour moi c'est comme un film, un bon film en tout cas. Enfin, nous avons voulu savoir s'il avait la chance de devenir un footballeur, quelle équipe, quel numéro et quelle position il choisirait. C'est sûr, je jouerai pour Nancy et j'aurai le numéro 10, donc avant-centre.
Madame et Monsieur Lampard. Bonjour. D'abord, on me interviewe avec Monsieur Lampard et après, nous allons interviewer avec vous aussi. Bien sûr. Alors, Monsieur Lampard, tout le monde est curieux au propos de votre enfance. Est-ce que vous pouvez parler de votre enfance et comment vous avez commencé à foot? Everyone's curious about your childhood. Can I talk about your childhood and how you started playing football? Absolutely. Well, I was born on 20th of June 1978 in London. During my childhood, I always had an interest in playing football. I always played football with my friends in a town called Mayfair in the heart of the city. They played really tough. It was good days. I joined my first club when I was 10, I think, and it was called Leicester United. And that's how I started my career. Il a dit qu'il est né le 20 juin 1978 à Londres. Durant son enfance, il était toujours intéressé au foot. Il a dit qu'il avait joué au football avec ses amis dans du quartier à Mayfair, au cœur de la cité. Les enfants avaient joué des acharnés. Il a dit que c'était une très bonne année. Quand il avait 10 ans, il s'est inscrit à son premier club, West Ham United. Comment vous avez rapporté la carrière de votre vie? Madame Lampard a répondu qu'il y a une bonne phrase qui est « Il y a une femme derrière chaque homme qui a réussi ». Elle pensait que c'est vrai. Elle m'a dit qu'elle est allée tous les matchs de son mari et elle toujours soutenu s'il a gagné ou perdu. Est-ce que vous pensez que le football est un sport sexiste? Non, certains gens pensent ainsi, mais je ne suis pas l'une d'eux. Il est communément admis que le football est un sport approprié seulement pour les hommes. C'est pourquoi il y a plus d'hommes que femmes qui jouent au football. Mais je ne suis pas d'accord avec cette croyance. Par exemple, aux États-Unis, les femmes sont supérieures des hommes sur le football. La première mission des femmes comme moi est d'encourager les filles à jouer au football. Il y a le même sens du football dans beaucoup de pays, mais le football est perçu différemment en Afrique. Pour les enfants africains, le football est un espoir. Maintenant, nous voulons montrer cette situation. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us, we fall in you. Hey! Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux faire une interview avec toi? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous? Je m'appelle Solomon, j'ai 13 ans et je viens de la Côte d'Ivoire. Depuis quand joues-tu au foot? Presque depuis que je suis né. Tu adores le foot? Oui, mais en même temps, je dois jouer au foot parce que c'est notre espoir unique pour avoir une meilleure vie. Vivre en Afrique,
c'est plus difficile que vous imaginez. Comment ça une meilleure vie? J'ai 4 frères et 2 sœurs. On veut étudier, on veut manger, on veut des jouets, on veut être heureux et on veut vivre. Dans ces circonstances, c'est impossible. Donc, je dois être footballeur et aller en Europe pour avoir au bas mot un appartement où je peux vivre avec ma famille ou pour avoir une vie que je ne peux pas peur d'une guerre. C'est très tragique. Merci beaucoup Salomon. Bonne chance. Merci. Nous avons demandé à Solomon pourquoi il aimait le football et il nous a dit que le football était une chance pour une meilleure vie pour les enfants africains et leurs familles, s'ils pouvaient avoir du succès. Donc, bien que le football est juste un jeu amusant pour les gens qui vivent dans les pays développés, pour les Africains, c'est un jeu de la vie. We feel the peace of life to come. We will find you. We praise and adore every Les sociétés anciennes vénéraient le totem qui est un objet sacré. Faire un totem maintenant signifie espérer de l'aide d'une situation ou action en exécutant certains rituels sans raison logique, par superstition. Cette superstition est aujourd'hui especiellement répandue dans le milieu du football. Il pense que s'il marche sans marcher sur les lignes rouges, son équipe allait gagner ce match. Il est accro à la cigarette. Mais il fume, ils allaient perdre certainement. Ce match était très important. Il ne pouvait pas fumer. L'un de ces totems, c'était de ne pas se laver pendant 5 jours avant le match. Après 5 jours sans prendre une douche, il avait commencé à sentir mauvais. Qu'est-ce qu'il faut porter? Son short porte-bonheur, bien sûr. Alors même qu'il fait froid pour son équipe unique. Regarde étranger.
Fua Fua, ça valait pour l'amour du football. Le totem le plus intéressant. Un jour, en un temps derby, il a vu l'emblème de son équipe sur la vitre d'une voiture. Il l'a embrassé et désirait la victoire. Résultat, la victoire. Depuis ce jour-là, il embrassait toujours la vitre d'une voiture en allant au match de football. Chaque année, de centaines de jeunes se mettent dans des situations difficiles à cause de totems. Arrêtez de faire le totem pour l'intérêt de tous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans une école primaire à Marseille où s'entraînent les meilleurs footballeurs du pays. La nouvelle d'aujourd'hui ne parle pas de la ligue contestée ni de footballeurs célèbres. Elle ne parle pas non plus de cette école. Pour dire cela d'une autre façon, c'est l'histoire d'une personne, de ses mémoires, de son enfance, de son succès, de son nostalgie et de son amour pour le football. C'est une histoire vécue de football qui a commencé dans les rues avec un ballon et de pierres qui servaient de but. Tout a commencé avec un ballon qui a été donné par un père et qui a marqué la vie à la fois du fils et des autres. Et voilà, c'est José. Il y a 32 ans, c'est un ancien joueur français devenu entraîneur dans la même école où il a étudié il y a longtemps. Bonjour José, tout d'abord pouvez-vous nous parler brièvement de votre carrière de footballeur? Bonjour, j'ai appris à jouer au football quand j'étais tout petit. Son père était turc, José et sa famille sont allés en Turquie pour son travail quand il était petit. Ils ont vécu 2-3 ans là-bas. Ils habitaient dans un vieux appartement dans un ancien quartier. Dans son quartier, il y avait deux chats qui se promenaient, des enfants qui jouaient ensemble ou faisaient du vélo dans la rue. Il n'y avait pas de jardin dans le bâtiment de son quartier, donc les enfants jouaient dans la rue. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de voitures dans la rue. Des enfants trouvaient de pierres sans serveur pour faire de but. Sa mère était professeure de français et devait travailler certains samedis. Comme elle était angoissée, elle ne lui permettait pas de sortir. Elle avait peut-être raison car il n'avait que 5 ans et demi. Alors, il le regardait jouer au football par la fenêtre. Il avait compris à cette époque que le football était une vraie source de plaisir pour lui. C'était une passion qui captivait tout le monde et le rendait heureux. À quelle époque avez-vous commencé à jouer au football et qui vous avait encouragé à pratiquer ce sport? Mon père m'a donné un ballon de football et il m'a dit qu'il allait m'apprendre à jouer au football. Il nous a dit qu'il n'avait pas pu faire Mello cette nuit-là car il était trop excité comme les stars qui jouaient au football. C'était le meilleur été de sa vie. Sa mère lui permettait de jouer dans la rue. Il avait beaucoup d'amis dans le quartier. Et après? Nous avons déménagé en France 3 ans plus tard. J'ai souffert de la séparation. Après, tous ces jours à Marseille commençaient. Comment décrivez-vous votre passion pour le football? La joie de vivre. Votre père doit être fier de vous. Malheureusement, il est décédé il y a 5 ans. Mon père voulait que j'étudie dans cette école de foot. Maintenant, je suis entraîneur ici. José, merci beaucoup pour partager votre histoire.
C'était le dernier match du championnat. L'Italie a français les deux plus grandes équipes. Le monde entier s'était arrêté pour regarder ce match. Les supporters avaient un espoir. Le match s'était fini en 1. À la dernière minute, Zidane s'est fait jeter grâce aux penalties. L'Italie l'avait remporté 5-3. D'après vous, quelle équipe est la mieux? Celle de 2016 ou celle de 2006. D'accord. Je pense que l'équipe de 2006, ils étaient un peu plus forts quand même. Et il y avait Zidane qui était peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc l'équipe de 2006, il était un peu plus fort quand même. Que pensez-vous du jeu de la finale de 2016? De 2006, tu veux dire? 2006, pardon. En fait, ils ont comme j'ai déjà dit, ils ont joué très très bien pendant toute la Coupe du Monde. Aussi dans la finale, mais malheureusement, ils ont perdu. Mais quand même, ils étaient très forts, ils ont joué très bien. Ils étaient une équipe vraiment avec une capitaine qui était très fort comme Zidane. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de Zidane? C'était une légende pour tout le monde, mais a pu être agressif dans cet match. Avec Buffon, tiens, on voit Zizou. Zinedine, pas ça. En fait, je supporte jamais d'être agressif dans les matchs, surtout dans les matchs de foot, mais parfois ça arrive, parfois les choses arrivent. Donc il était agressif en finale, mais je pense qu'il avait raison peut-être, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé. Donc en finale, il est toujours un des meilleurs joueurs de l'histoire et je l'aime toujours. Ça peut arriver dans le match, mais quand même il faut être calme, il faut être plus calme. C'est le foot, c'est amusement, c'est l'une des plus grandes économies du monde maintenant. Donc les choses changent, mais quand même il faut pas être agressif. D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. Je lui ai demandé ce qu'il pensait du jeu de la finale de 2006. Il a répondu qu'ils avaient très bien joué pendant toute la Coupe du Monde. Il a dit qu'ils avaient très bien joué la finale. Malheureusement, ils avaient perdu. Il pensait qu'ils avaient vraiment été une équipe avec un capitaine qui avait été très fort comme Zidane. Nous avons fait une interview avec des joueurs de la Karşılık. Dans l'interview, nous avons posé des questions sur le football et l'égalité de sexe. Céline Pellet, qui est une professeure, Jésus a dit que le football est un sport d'homme et imposé quand on est seulement un enfant. Elle a raconté que quand elle était une petite fille, elle voulait jouer au football, mais il y avait la pression sociale. Elle a choisi de ne pas jouer et elle avait parlé d'autres femmes et elles ont dit que la pression sociale existe pour eux-mêmes aussi. Est-ce que le football est un sport d'homme? Pour l'instant, oui, parce que surtout le football industriel est construit comme un sport d'homme. Par exemple, comme vous savez, le football est un sport favorable dans le monde. Mais surtout, il y a des hommes dans le terrain et dans les tribunes. Est-ce que le football est un sport d'homme? Non, pas du tout. Là, on voit bien qu'il y a des femmes qui jouent. Et ma femme, elle aussi, elle joue dans le terrain. Donc, je ne pense pas du tout que c'est un sport d'homme. Selon vous, pourquoi le football est un sport d'homme? Il y a deux choses à mon avis. La raison culturelle, peut-être la raison physique aussi, parce que le football a passé comme un sport physique et dur. C'est pourquoi peut-être au début les femmes sont exclues de le terrain. Mais aussi il y a un pilier culturel aussi parce qu'on pense que par exemple on insulte
dans le match, il y a une culture macho. Ça, c'est aussi la contribution à l'exclusion des femmes. Selon vous, est-ce que les caractéristiques physiques des femmes sont adaptées pour le football? Je pense qu'ils sont adaptés pour le football. Comme j'ai dit, le football, c'est pas un jeu de physique, c'est un jeu de stratégie et l'intelligence aussi. Et les femmes, ils peuvent très bien jouer avec les hommes. Et je pense qu'il n'y a aucune différence au niveau de physique. Est-ce que vous allez à l'air pour regarder les matchs? Non, pas exactement, parce que la culture d'aujourd'hui dans le foot, mais j'aime parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très macho. Il y a des insultes dans les matchs, il y a des violences aussi. Ce ballon pour qu'il soit éventuellement dévié, personne ne le touche. Ali Hamada se fait surprendre, ça fait déjà 1-0. Un PSG largement dominateur en première période, qui continue à se procurer de très bonnes occasions. Une de plus sur ce centre de Di Maria, la tête d'Ibrahimovic, puis la remise de Marcel Tisserand pour Zlatan Ibrahimovic qui pronostique face à une équipe de Toulouse qui essaye de jouer, mais dès les... premiers instants, le PSG est... Ne frappez pas, ne frappez pas! Hein? Quoi? Où suis-je? Quoi? Tu pars? Il est venu de l'hôtel? Peut-être. Nous regardions le match. Match! Oui, il m'a frappé mal. Général Le Ball, il me maltraite. Il n'a pas pitié de moi. Je veux arrêter ce métier. D'accord. Depuis combien de temps tu fais ce métier? Ah, ça fait très longtemps. Je travaille avec la même équipe depuis 15 années. J'étais toujours fidèle à mon métier. Mais c'est un secteur très dur. Waouh, ça fait longtemps. Si tu es avec l'équipe depuis 15 ans, tu le connais bien? Oui, bien sûr. Je suis très important pour eux. Tu connais le cadet? Peux-tu me le présenter? Oui, peut-être. C'est un très bon joueur. Il a beaucoup de succès grâce à moi. C'est très bon. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. J'aime beaucoup le foot. France a beaucoup de succès en foot, mais je suis fatiguée. Mais je pense qu'ils ont besoin de moi. Madame, frappez le ballon s'il vous plaît. Non, non! Je suis désolée. Qui est Brock? Je m'appelle Burak Demir, je suis à l'Université Galatasaray dans la faculté de droit. Lady qui joue en football dans l'équipe de l'Université Galatasaray depuis le classe préparatoire, soit 4 ans, et qu'il était capitaine de l'équipe depuis 2 ans. Il a expliqué que l'équipe joue comme en défense. Il nous a dit ce qu'ils ont fait dans l'entraînement. Premièrement, ils se préparent
Après, il essaie de passer pour de basses tactiques de jeu. Finalement, l'équipe est en train de faire un match et l'entraînement est fini. Il pense du football français selon le football turc, qui était plus systématique. Le football turc est basé sur le fait. Il pense que cela est la raison pour le plus de succès de français. İşte az önce yaşananlar. Emboli yerde, Ersan yerde, Necip ayakta, top ağlarda. Il pense que le supporter turc est plus motivant avec de chansons. Mais il y a un problème dans le football turc, c'est le fanatisme extrême. Il a dit qu'il ne savait pas beaucoup de supporters français, mais il a dit qu'il n'y a pas de fanatisme. Il a répété que le fanatisme extrême est un problème en Turquie. Burak nous a raconté leurs souvenirs comiques sur le football. Il a expliqué qu'il y avait un match entre leur équipe, c'est-à-dire l'équipe de l'Université Galatasaray et une autre équipe. Il a dit que le gardien de but de leur équipe n'avait pas pu venir et qu'une autre joueur de leur équipe avait remplacé le gardien de but. Il a précisé que d'abord le score de match était 3-1 et qu'il gagnait. Il nous a avoué que le nouvel gardien de but était très mauvais et que c'est pourquoi il avait encaissé beaucoup de buts absurdes. Encore. Il a ajouté qu'au bout du match, le score était 3-4 et que l'autre équipe avait gagné le match. Il nous a précisé que c'était très tragicomique. Le deuxième souvenir de Burak est sur le même gardien de but. Il a dit que le gardien de but avait causé un problème à nouveau. Il a dit qu'il y avait un match à 4 ans, mais le gardien de but n'y avait pas été. Il a expliqué qu'il y avait juste 10 minutes au match quand le gardien de but leur avait appelé pour dire qu'il s'avait réveillé justement. Ensuite, le gardien de but allait de Bostancı à Kartal en taxi et il avait coûté trop cher. Il a raconté que le gardien de but n'avait pas d'argent. C'est pourquoi l'équipe avait collecté de l'argent entre eux pour payer. La bobo. Mais macaroni, spaghetti, meatballs. Hein? Non. Je m'étais assis dans le jardin d'un café, sous les châtaigniers. J'étais en train de me préparer pour mon cours de philosophie dans quelques heures. C'est pendant ça qu'une femme et sa fille sont arrivées dans le café, et moi, avec mon livre à la main, et avec toute mon attention sur lui, j'étais la cible parfaite pour la petite fille, vous savez. Alors, elle s'est approchée vers moi. Elle a tout d'abord fait de quelques cercles autour de moi pour s'armer de courage, je crois. Elle m'a enfin demandé ce que je lisais.
Et moi, très fier, bien sûr, j'ai répondu, c'était un livre sur la philosophie. Elle était étonnée par ma réponse. Philosophie? C'est quoi, monsieur? Elle m'a demandé. Moi, avec un peu moins de sûreté, bien sûr. Ah, la philosophie, ce qu'elle est, c'est une question très difficile. En fait, les personnes qui font de la philosophie se demandent toujours ce qu'elle est. Elle était étonnée encore une fois. Et monsieur, quel va être votre métier quand vous finissez vos études? Oh, j'ai dû lui regarder droit dans les yeux. C'était mon tour.